Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Comme l'a annoncé hier l'Élysée, le président de la République française, Emmanuel Macron, et le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, procèdent ce mardi à l'inauguration officielle d'un mémorial érigé à Paris en hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Cette cérémonie marque une nouvelle étape dans le travail de mémoire et de reconnaissance de cette tragédie qui a coûté près d'1 million de personnes. Pour mieux comprendre la portée de cette initiative, ainsi que le rôle que jouera ce mémorial dans la préservation et la transmission de la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis, Marcel Kabanda, président de Ibuka France, nous en présente brièvement les principaux enjeux et les objectifs. Suivez-le. Le mémorial inauguré aujourd'hui est situé à Paris, sur les berges de la Seine, dans un lieu très fréquenté, à proximité de la tour Eiffel. C'est un espace apprécié aussi bien par les touristes que par les Français eux-mêmes, reconnu pour sa beauté et son entretien soigné. Ce mémorial peut être envisagé dans 3 dimensions. Tout d'abord, il constitue un symbole fort par lequel la France reconnaît publiquement la réalité du génocide perpétré contre les Tutsis de 1994. Il y rend hommage aux victimes, leur témoigne du respect et rappelle aux Français, comme aux visiteurs étrangers, cette tragédie historique. Il exprime également un soutien aux survivants ou qui se trouvent et participe à la lutte contre le négationnisme et la banalisation du génocide. Ensuite, il s'agit des monuments pérennes appelés à s'inscrire durablement dans le patrimoine national français. Par ailleurs, il a été convaincu d'y installer un code QR permettant à toute personne de passage d'accéder à une documentation complète sur le génocide perpétré contre les Tutsis de 1994, comprenant notamment des archives en cohérence avec le nom même du mémorial, Archives. Ce dispositif, qui pourrait être étendu à d'autres mémoriaux au Rwanda, offrira un accès à des contenus variés sous forme de textes, d'images, de vidéos et d'enregistrements sonores. Enfin, ce mémorial se distingue par la mention de 4 sites mémoriaux rwandais: Gisozi, Nyamata, Murambi et Bisesero. Ces lieux ont été retenus parce qu'ils figurent parmi les sites inscrits au patrimoine mondial, même si de nombreux autres mémoriaux auraient également pu être choisis. Ainsi, au-delà de sa présence en France, ce monument vise aussi à faire connaître les mémoriaux du Rwanda et à sensibiliser le public à leur importance. Plutôt que de dépendre de la présence d'un guide ou d'un historien pour expliquer l'histoire du génocide, le code QR permettra à chacun, grâce à son smartphone, de découvrir les faits, les témoignages, les archives nécessaires pour mieux comprendre et transmettre cette mémoire. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Olivier Nduhungirehe, a affirmé la volonté du Rwanda de poursuivre et de renforcer sa coopération avec la Corée du Sud ainsi qu'avec les partenaires africains afin d'assurer la mise en œuvre effective des engagements communs et de consolider davantage les relations bilatérales et multilatérales pour le bénéfice mutuel des peuples concernés. Le ministre s'exprimait hier à Séoul où il a pris part à la réunion des ministres des Affaires étrangères du Forum Corée-Afrique. Cette rencontre de haut niveau a réuni des représentants de nombreux pays africains et de la République de Corée autour des défis mondiaux actuels et des perspectives de coopération stratégique. Les discussions ont notamment porté sur la recherche de solutions communes aux enjeux mondiaux tels que le développement durable, la transformation numérique, le changement climatique, la sécurité alimentaire
les investissements, l'innovation technologique, ainsi que le renforcement des échanges commerciaux entre l'Afrique et la Corée. Dans son intervention, le chef de la diplomatie rwandaise a souligné l'importance du partenariat Corée-Afrique dans un contexte international marqué par des défis économiques et géopolitiques croissants. Il a également mis en avant l'engagement du Rwanda à promouvoir une coopération fondée sur le respect mutuel, le partage des expériences et le développement inclusif. Cette réunion s'inscrit dans le prolongement du sommet Corée-Afrique et témoigne de la volonté des deux parties de renforcer leur collaboration dans des secteurs clés tels que l'éducation, les infrastructures, la santé, les technologies de l'information et la formation des jeunes. Les participants ont réaffirmé leur détermination à approfondir les partenariats existants et à mettre en œuvre les décisions adoptées lors des précédentes rencontres afin de favoriser une croissance durable et un développement partagé entre l'Afrique et la République de Corée. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Ce lundi, la Cour permanente d'arbitrage a statué que le Royaume-Uni n'était pas tenu de verser au Rwanda les 50 millions de livres sterling réclamés à la suite de la suspension de l'accord sur les migrants, une décision que Kigali considérait comme contraire aux dispositions légales convenues entre les deux parties. À la suite de l'annonce de cette décision, la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, a déclaré sur le réseau social X que le Rwanda prenait acte du verdict de la Cour. Il a ajouté que le pays continuerait à travailler de manière constructive avec ses partenaires internationaux dans le respect des principes du droit international et d'une coopération mutuellement bénéfique. En janvier 2026, le gouvernement rwandais, représenté par son haut-commissaire et ministre Emmanuel Ugilashebuja, avait saisi la Cour afin d'obtenir la condamnation du Royaume-Uni au paiement de plus de 50 millions de livres sterling. Kigali estimait que Londres avait mis fin de manière injustifiée à l'accord relatif au transfert des demandeurs d'asile et de migrants. Le 20 mars dernier, la Cour permanente d'arbitrage basée à La Haye avait ouvert des audiences consacrées à cette affaire. Le Rwanda soutenait alors que le Royaume-Uni avait interrompu l'accord, alors même que toutes les préparations nécessaires à sa mise en œuvre avaient déjà été finalisées par les deux parties. L'accord prévoyait notamment des financements destinés à faciliter l'intégration des migrants accueillis au Rwanda. Une partie des fonds devait également soutenir des programmes sociaux bénéficiant à des citoyens rwandais, notamment les personnes les plus vulnérables. La décision de la Cour met ainsi un terme aux différends juridiques opposant Kigali et Londres au sujet de cet accord migratoire qui avait suscité d'importants débats politiques et judiciaires dans les deux pays. La Commission des affaires sociales et de l'éducation, de la technologie et de la jeunesse du Sénat du Rwanda a constaté des avancées encourageantes dans la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi, notamment en ce qui concerne la création d'emplois en faveur des jeunes et des femmes grâce aux initiatives menées par les districts et la ville de Kigali. Les détails avec Michel Iladoukound. Lors des échanges tenus lundi entre la Commission et les responsables de la mairie de Kigali, consacrés à la création d'emplois, la mairie a indiqué que dans le cadre de la deuxième stratégie nationale de transformation NST2, elle ambitionne de créer plus de 249 000 emplois au cours des 5 années de mise en œuvre du programme, soit une moyenne d'environ 49 800 emplois par an. Selon les données présentées à la Commission, pour l'exercice budgétaire 2024-2025, la mairie de Kigali s'est fixée pour objectif de créer 48 100 emplois dans les districts de Gasabo, Kicukiro et Nyarugenge. À la clôture de l'exercice, 50 195 emplois avaient été créés, dépassant ainsi les prévisions initiales. Pour l'année budgétaire 2025-2026, Kigali s'est fixé un nouvel objectif de 49 600 emplois. Depuis le 18 mai dernier, la Commission a effectué des visites d'évaluation dans différents districts du pays afin d'examiner la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi adoptée en 2019. La présidente de la Commission, Adrie Omohire, a détaillé les objectifs de cette mission ainsi que les constats réalisés sur le terrain.
La politique nationale de création d'emplois de 2019 a été mise en place parce que notre pays considère la création d'emplois comme l'un des principaux moteurs de la création économique. En tant que commission, notre mission reposait sur 4 objectifs. Le premier consistait à vérifier si les programmes de création d'emplois sont mis en œuvre conformément aux principes fondamentaux énoncés à l'article 10 de la Constitution. Le deuxième visait à déterminer si ces programmes bénéficient à toutes les catégories de la population et à toutes les régions du pays, afin que l'égalité des chances soit effectivement garantie à chaque citoyen. Le troisième objectif était d'évaluer l'adéquation entre les compétences enseignées dans les établissements d'enseignement technique et professionnel et les besoins réels du marché du travail. C'est pourquoi nous avons visité plusieurs écoles ainsi que des entreprises, des industries et des centres de production artisanale intégrés afin de vérifier si les formations proposées correspondent aux attentes des employeurs. Enfin, le quatrième objectif consistait à mesurer dans quelle mesure les emplois existants ou nouvellement créés permettent effectivement à ceux qui les occupent ou les créent d'améliorer leurs conditions de vie, de développer leurs activités économiques et de contribuer à la croissance de l'économie nationale. Nous avons effectué des visites dans toutes les provinces ainsi que dans la ville de Kigali en sélectionnant aussi bien des districts urbains que ruraux afin de vérifier que le programme atteint l'ensemble du territoire national. Ce qui nous a particulièrement encouragés, c'est de constater que les Rwandais ont compris l'importance de ce programme et ont commencé à le mettre en pratique. Nous avons observé la création de nombreuses entreprises et industries. Beaucoup de diplômés dans des écoles techniques et professionnelles se sont regroupés dans des centres de production artisanale intégrés et ont développé des activités génératrices de revenus. Cela montre clairement que la politique nationale de l'emploi est effectivement mise en œuvre. La sénatrice Adrien Omoire a également expliqué les prochaines étapes qui suivront l'achèvement de cette mission d'évaluation. Après ces visites, la commission se réunira pour analyser l'ensemble des observations recueillies sur le terrain. Nous élaborerons ensuite un rapport qui pourra contenir des recommandations adressées au gouvernement afin d'apporter des améliorations là où cela sera nécessaire. Notre ambition ne se limite pas à atteindre les objectifs chiffrés de création d'emplois. Nous voulons également nous assurer que ces emplois permettent réellement à ceux qui les occupent d'améliorer leurs conditions de vie, de développer leurs activités et de progresser vers une plus grande prospérité. Au niveau national, le Rwanda s'est fixé pour objectif de créer 250 000 emplois par an, avec l'ambition d'atteindre un total de 1,25 million d'emplois d'ici la fin de la période de mise en œuvre de la stratégie de développement NST2. Vous suivez la grande édition sur la télévision rwandaise. Les parents âgés et les veuves du génocide vivant au centre des personnes âgées de Bugesera affirment que les visites régulières qu'ils reçoivent renforcent leur espoir de vivre plus longtemps et leur rappellent qu'ils ne sont pas seuls, malgré la perte de tous les membres de leur famille durant le génocide contre les Tutsis. Les propos suivaient ce récit de Michel Iladukunda. Dans une ambiance chargée d'émotions, les résidents du centre des personnes âgées de Bugesera échangent des salutations et des moments de convivialité avec une délégation venue du district de Rulindo. Parmi les résidents figure Mukakamanzi Pelagie, originaire du secteur de Nongwe, dans le district de Ruhango. À chaque période de commémoration, Pelagie se souvient de ses 8 enfants ainsi que son mari, tous assassinés lors du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. De toute ma famille, je suis la seule survivante. Ils ont détruit notre maison, tué tous mes enfants ainsi que mon mari, et je me suis retrouvée sans aucun endroit où vivre. Il est difficile d'imaginer comment sa vie a continué après avoir perdu tous ses proches. Logement, nourriture, vêtements, solitude, son histoire est longue et profondément bouleversante. Lorsque je vivais chez moi, j'étais constamment malade. Comme vous pouvez le constater, j'ai été grièvement blessée. Mais aujourd'hui, je me rends souvent à l'hôpital parce que ces blessures ont provoqué d'autres problèmes de santé. Dans le cadre de la 32e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis et des 100 jours de mémoire,
Le district de Rulindo leur a rendu visite, apportant des dons et leur réaffirmant qu'ils ne sont pas abandonnés. Notre présence ici vise à leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls, même s'ils n'ont plus ni enfants ni conjoints. Ils ne sont pas seuls parce qu'ils ont leur pays. Nous sommes ici donc dans le cadre de notre responsabilité en tant que dirigeants, puisqu'ils sont sous notre protection. Ce que leurs enfants ou leur famille auraient dû faire pour eux, nous avons choisi de l'assumer en tant que responsables. Nous sommes venus leur dire de rester forts et de garder espoir. Autrefois bénéficiaires de l'aide des autres, ces pensionnaires contribuent aujourd'hui eux-mêmes au bien-être d'autres citoyens. C'est ce qu'a expliqué Françoise Umuhoza, directrice du centre. Certains ont payé des cotisations de la mutuelle de santé pour d'autres personnes, tandis que d'autres ont contribué aux frais de repas scolaires pour certains enfants. Cela témoigne de la résilience de nos parents ainsi que de leur générosité. Malgré les épreuves qu'ils ont traversées, ils parviennent à dépasser leurs propres difficultés pour aider d'autres citoyens et soutenir les efforts de développement du pays. Le ministère de l'Éducation a annoncé qu'aucun vide n'a été constaté dans la gestion et l'administration des écoles dont les directeurs ont été remplacés après que plus de 800 responsables d'établissements ont été réaffectés au début de cette année. Cette décision faisait suite à leur échec à une évaluation organisée par le ministère afin de mesurer les compétences des dirigeants des différents établissements scolaires du pays. Lors d'un entretien accordé à l'Office rwandais de radiodiffusion et de télévision, RBA, Léon Mugenzi, directeur chargé du développement et de la gestion des enseignements au sein de l'Office rwandais pour la promotion de l'éducation de base, REB en sigle, a indiqué qu'une collaboration avec diverses institutions avait permis plutôt de combler le vide laissé par les responsables réaffectés. Nous sommes très contents de la gestion du développement des enseignants au Rwanda. Quand on parle de la gestion des enseignants, ce n'est pas seulement enseignant qui est en classe, on parle aussi des chefs d'établissement. Dernièrement, comme vous le savez très bien, en fait, nous avons fait ce qu'on appelle l'évaluation des chefs d'établissement au niveau national. Et nous avons eu justement des cas des chefs d'établissement qui n'ont pas pu arriver à un niveau recherché, si nous pouvons dire ça, qui n'ont pas obtenu au moins le 70 points dans l'évaluation. Ces chefs d'établissement, justement, ont été remplacés. Nous avons eu ce qu'on appelle des remplaçants, donc des enseignants qui ont pris donc, les fonctions de façon temporaire. Et jusqu'à maintenant, ces chefs d'établissement qui sont temporairement justement occupés et qui occupent ces fonctions, jusqu'à maintenant ils travaillent très bien, donc nous les accompagnons en fait en collaboration avec les districts, parce que vous savez très bien que nos partenaires privilégiés de jour au jour sont les districts, notamment les vice-maires qui sont en charge des affaires sociales, mais aussi les directeurs de l'éducation. Nous travaillons étroitement ensemble pour régler ces problèmes. Et les chefs d'établissement aussi qui ont été remplacés et qui sont actuellement enseignants, ils travaillent bien, nous les suivons de près. Il y a eu des réclamations, ceux qui n'étaient pas satisfaits de l'évaluation. Nous avons fait tout pour régler ces problèmes. Et on a eu un bon nombre justement de chefs d'établissement qui ont récupéré en fait leur place, si je peux ainsi dire, qui sont actuellement maintenant chefs d'établissement. Nous avons eu plus de 200 cas des chefs d'établissement qui ont réclamé, et surtout qui n'ont pas qui disaient qu'ils sont en fonction, mais qui ne dépassent pas 3 ans dans leur fonction. Ils disaient que justement ils ont été évalués alors qu'ils étaient encore nouveaux aux nouvelles. Donc ce que nous avons fait, c'est justement de voir exactement la date
de commencement de leur fonction. Et puis nous avons réglé ces problèmes. Ils sont actuellement aussi ils sont occupés de leur fonction de chef d'établissement. Le REB met également tout en œuvre pour pouvoir nommer de façon permanente les directeurs d'école ainsi que de nouveaux enseignants afin que l'année scolaire 2026-2027 puisse commencer sans aucune pénurie d'enseignants ou de responsables d'établissement. Le processus de recrutement d'enseignants et des chefs d'établissement, vous comprenez très bien justement que s'il y a ceux qui ont été remplacés, et on devrait justement, en tant que ministère de l'Éducation, l'organe rwandais chargé de l'éducation de base, le REB, nous avons été obligés justement de commencer le processus de recrutement pour avoir maintenant les chefs d'établissement qui prennent fonction à partir du mois d'août, parce que nous aimerions bien justement que le mois d'août soit une année, plutôt le mois d'août soit un mois du début de placement d'enseignants et des chefs d'établissement. Alors, ce que nous avons fait depuis le mois de mars, nous avons lancé les appels d'offres. Actuellement, ce mois de juin, ils sont en train de faire des tests ou des examens de recrutement, justement, que ce soit les enseignants, que ce soit les chefs d'établissement. Actuellement, plus de 54 000 candidats dans les différentes positions, notamment les positions d'enseignants ou positions de chefs d'établissement, ou bien des chefs d'établissement adjoints. Vous savez très bien qu'un chef d'établissement ne travaille pas seul. Il y a aussi les chefs d'établissement adjoints qui sont en charge de discipline, des études. Nous avons commencé le processus de recrutement pour toutes ces catégories. Actuellement, ce que justement le premier, donc hier, le 1er juin, et ça prend fin le 9 juin, c'est le mardi prochain. Après, nous allons lancer le processus de transfert des enseignants aussi, qui est prévu à partir du 15 juin jusqu'au 15 juillet. Donc nous sommes en train de voir comment aider des enseignants, des chefs d'établissement qui aimeraient bien justement être proches de leur famille. Vous savez très bien que le processus de transfert, de mutation, comme on aime dire, c'est un processus qui est attendu par tout le monde, surtout par les enseignants, qui aimeraient bien vraiment être tout près de leur famille. Mais comme vous le savez, nous avons un grand nombre d'enseignants. Au niveau du pays, nous avons près de 110 000 enseignants et chefs d'établissement. Vous comprenez très bien que tout le monde ne peut pas avoir cette chance d'être toujours à côté de sa famille. Mais nous faisons de nos mieux, justement, de notre mieux pour aider ces enseignants. Donc, pour terminer, je dirais que nous pensons qu'avec ce mois de juin, juillet, août, ce sont des 3 mois qui sont, je dirais, très, très occupés par nos staffs, nos personnels sont justement au niveau national pour suivre de près le déroulement de ces examens. Et après le recrutement, les tests qui sont donnés, nous allons continuer avec ce processus que je viens de citer. Donc, nous sommes très occupés, en fait, jusqu'au mois d'août, fin août, avant de commencer la nouvelle année académique au mois de septembre. À l'approche de la fin de l'année scolaire 2025-2026, le REB demande à tous les éducateurs d'accompagner les élèves de toutes les catégories, notamment ceux qui se préparent aux examens nationaux et aux évaluations ordinaires, afin qu'ils obtiennent des résultats satisfaisants. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. L'Office rwandais en charge de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement WASAC en sigle a mis en garde les Rwandais contre toute personne leur demandant de l'argent pour acheter du matériel de réparation de canalisation endommagée, alors même que l'agence dispose de ce matériel en stock. Cette mise en garde fait suite aux plaintes de certains habitants qui affirment se faire extorquer de l'argent par des employés de WASAC venus effectuer
des réparations d'infrastructures d'eau endommagées. Le directeur général du groupe WASAC, Assaf Kabash, a expliqué que toutes les personnes se livrant à de telles pratiques consistant à soutirer de l'argent aux citoyens est considéré comme un escroc ou un voleur. Suivez-le. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.